à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'espace Agora des transitions, un espace de conférences thématiques sur les sujets de transition énergétique pour les agriculteurs. Merci de nous avoir rejoints pour notre deuxième conférence de l'après-midi. Ce sont des conférences qui sont programmées par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes via sa marque, la Banque de la Transition Énergétique. Et l'idée ici, c'est de réunir des experts techniques sur les sujets de transition et aussi des experts financiers qui peuvent vous apporter des éclairages sur l'aspect économique des projets que vous souhaitez développer. On va pouvoir commencer donc notre conférence sur l'agroéquipement. Quelles alternatives aux énergies fossiles? C'est le titre de cette conférence. Alors c'est vrai que depuis plusieurs années, on entend parler de décarbonation. C'est un mot qu'on retrouve dans plusieurs secteurs d'activité comme l'industrie, le transport, les services même. Et on le retrouve aussi dans l'agriculture. Alors décarboner, c'est quoi? Décarboner, c'est trouver des solutions pour réduire les émissions de CO2. Et dans le secteur de l'agriculture, ça passe notamment par les outils et les machines utilisées au quotidien, les tracteurs, les robots. Alors, quelles alternatives existent aujourd'hui aux énergies fossiles et quels sont les bénéfices concrets pour les agriculteurs? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alors, nos invités, qui sont-ils? Nous avons Camille Cross, elle est responsable développement et impact chez Sabi Agri. Sabi Agri, c'est une entreprise qui est installée à Saint-Beauzire depuis 2017, c'est bien ça Camille? Et qui fabrique des tracteurs et des robots 100% électriques. Bonjour Camille et merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis nous avons également Maxime Fage de la BTE, la Banque de la Transition Énergétique. Et Maxime, c'est vous qui allez commencer puisque vous allez nous raconter un petit peu l'histoire de la BTE, comment elle est née et ce qu'elle propose aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc avant de passer la parole à Camille, petit point sur la BTE, qui est une marque de la Banque Populaire qui a été créée il y a 5 ans maintenant. Elle a été créée pour différentes raisons. La première, c'est pour avoir une équipe d'experts sur tous les sujets de la transition énergétique pour vous accompagner, analyser les projets, les défendre au sein de la banque et pouvoir aller chercher des financements sur l'ensemble des projets de transition énergétique, que ce soit la partie énergie renouvelable, donc photovoltaïque, méta, hydro, ou tout ce qui est optimisation énergétique des bâtiments. Il y a aussi un gros volet de traçabilité de l'épargne qui était un enjeu au moment de la création de la BTE. L'idée, c'était d'avoir des comptes à terme et des livrets dédiés à la transition énergétique. Et on utilise l'argent de ces livrets et de ces comptes à terme pour financer vos projets de transition. Et ensuite, on a aussi un gros volet partenaire pour que vous soyez bien accompagnés dans vos projets de transition. L'idée, c'était dans tous les domaines, que ce soit les énergies renouvelables ou autres, de pouvoir vous proposer des entreprises de qualité qui pourront porter vos projets ou en tout cas faire avancer, développer vos projets. Et donc la BTE qui a été créée en Auvergne-Rhône-Alpes a maintenant semé des graines dans d'autres régions. Et donc ici, vous avez la carte pour voir où vous pourrez retrouver des équipes BTE avec des experts sur ces différents sujets qui pourront vous accompagner. Donc en 5 ans, il y a eu 462 millions d'euros d'épargne collectée sur les livrets et les comptes à terme. Et en face, il y a eu 721 millions d'euros de crédits réalisés pour les projets de transition énergétique, donc que ce soit la partie rénovation habitat, écomobilité, solaire, énergie renouvelable ou performance énergétique des entreprises. Si jamais vous êtes intéressé, sur notre site internet, vous pouvez retrouver certains projets qui ont été financés avec les types de technologies, un petit descriptif et des belles photos. Et on a fait un petit calcul savant pour définir comment l'épargne était utilisée et surtout, si jamais vous placez 1 000 € d'épargne, quel est l'équivalent CO2 évité. Et donc, pour 1 000 € placés sur les livrets et les comptes à terme, il y a 280 kg de CO2 qui est évité. 280 kg, ça représente à peu près 1287 km en voiture et 77 pizzas pour les fans de pizza. Et donc, en cumul, sur l'ensemble des financements, des crédits qu'on a pu réaliser, ça représente 121 000 tonnes de CO2 évitées. Et pour terminer, on organise un webinaire le 16 octobre sur différents sujets de transition. Il y aura des sujets sur l'eau, sur l'hydroélectricité, sur les énergies renouvelables, voilà, plein de thématiques très intéressantes. Je vous laisse scanner le QR code si jamais vous voulez avoir accès à ces conférences, voir les différents thèmes et vous inscrire si jamais vous avez envie. C'est gratuit? C'est gratuit et c'est bien. C'est gratuit, c'est la semaine prochaine et vous retrouvez toutes les infos sur le site de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Camille Cross, donc je rappelle, vous représentez l'entreprise Sabi Agri. Je vais vous laisser nous présenter peut-être cette entreprise un peu plus et puis nous expliquer en quoi l'électrique peut être un levier de transition pour les agriculteurs.
Merci beaucoup et merci beaucoup à BP Aura pour nous laisser une deuxième année consécutive l'opportunité de partager notre expertise sur les agroéquipements électriques et comment ils peuvent se positionner et avoir des bénéfices pour la transition agroécologique et la décarbonation de l'agriculture. Du coup, effectivement, on va commencer par une présentation de Sabi Agri pour comprendre pourquoi on est là aujourd'hui pour vous parler d'agroéquipement et d'agroéquipement électrique pour la transition agroécologique. Il faut repartir de la jeunesse de Sabi Agri. En effet, Sabi Agri a été créé par Laure et Alexandre en 2017. Et ça part vraiment d'un besoin terrain, puisqu'en fait, ils étaient agriculteurs initialement et ils ne trouvaient pas d'agroéquipement, de tracteurs qui correspondent à leurs besoins pour la culture sous serre, en maraîchage ou même pour de la polyculture. Et Alexandre, qui a un diplôme d'ingénieur en mécatronique, a créé un premier prototype de tracteur électrique. Et face à cet engouement autour de ce prototype, l'entreprise Sabi Agri a été créée. Donc aujourd'hui, nous concevons et fabriquons des tracteurs et des robots qui sont 100% électriques et conçus autour du cahier des charges de l'agroécologie pour répondre à toutes ces problématiques. Aujourd'hui, on a plus de 120 véhicules qui sont déployés en France et en Europe et ça nous permet d'avoir énormément de retours terrain et de données qui ont été collectées pour pouvoir comprendre et améliorer cette électrification des véhicules avec une expertise off-road qui est importante. Et donc, du coup, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Les agroéquipements électriques, comment ils vont pouvoir faciliter la transition agroécologique par rapport aux tracteurs thermiques conventionnels qu'on trouve aujourd'hui dans les parcelles. Et ensuite, une autre partie où on va montrer comment Sabi Agri utilise les bénéfices de l'électrique au travers de ces agroéquipements. Donc voilà, cette première partie qui va voir d'un point de vue technique, qui va différencier les tracteurs thermiques et les tracteurs électriques avec le prisme de l'agroécologie en montrant qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter de plus sur cette transition agroécologique avec une efficience énergétique tout en assurant une efficience de travail évidemment. Si on commence du coup d'un point de vue de la motorisation, les tracteurs thermiques, donc du coup, ils ont des moteurs thermiques par définition. Ces moteurs sont souvent lourds, ils sont constitués de nombreux composants. On peut citer évidemment le pot d'échappement, les pistons, le réservoir. Donc ça va entraîner une conception qui est un peu plus compliquée et une maintenance aussi tout au long de la vie du véhicule, puisqu'il va falloir changer des pièces et faire une maintenance qui va augmenter au fur et à mesure des années. Sur les véhicules électriques, les tracteurs électriques, c'est beaucoup plus simple. On va avoir, en fonction de la conception et du véhicule, un ou plusieurs moteurs qui vont être directement reliés à un ou plusieurs packs de batterie. Et ensuite, ça va être relié par câblage. Donc la conception est vraiment beaucoup plus simple et la maintenance est pas existante ou très peu existante. Donc du coup, ça permet de préserver les ressources qui sont liées à la fabrication de ces pièces de rechange et d'assurer une durabilité dans le temps du véhicule en lui-même. Si maintenant on regarde d'un point de vue transmission et couple, sur un tracteur thermique, on va avoir des régimes moteurs spécifiques, on va atteindre des coupes de puissance en particulier, et pour pouvoir atteindre ces coupes de puissance, on va avoir, comme dans une voiture, une boîte de vitesse avec des vitesses à passer. Donc ça va être un peu plus compliqué pour pouvoir arriver à toujours apporter la puissance qui est nécessaire pour réaliser le travail. Sur les tracteurs électriques, c'est comme une voiture automatique, en fait. Tout se fait facilement et automatiquement, entre guillemets. La puissance est délivrée au fur et à mesure qu'on va appuyer sur la pédale d'accélérateur. Et donc, d'un point de vue facilité et confort d'usage, ça a des avantages, mais ça va avoir aussi des avantages quand on met en place des pratiques agroécologiques. Et là, je pense particulièrement au désherbage mécanique, où on va avoir besoin d'apporter de la précision de travail pour ne pas endommager la culture. On va devoir rouler très doucement. Et donc, avec une motorisation électrique, ça va être beaucoup plus facile. En tout cas, avec les véhicules Sabi Agri, on peut augmenter par pas de temps de 0,2 km/h. Ça permet vraiment d'aller très doucement pour pouvoir assurer la réalisation de ces opérations. Ensuite, si on regarde d'un point de vue poids et centre de gravité, souvent les tracteurs thermiques sont assez imposants.
Ils ont un centre de gravité élevé puisque le poids est réparti tout au long tout au long du véhicule. Et ça va avoir à la fois des conséquences sur la précision du travail parce qu'on va souvent être en hauteur, on ne va pas trop voir qu'est-ce qu'on fait. On est lourd, on va avoir du coup engendré probablement des problèmes de compaction des sols, en particulier quand on met en place des pratiques agroécologiques où on va devoir passer souvent au même endroit dans une parcelle. Avec les tracteurs électriques, ça dépend de la conception du tracteur. Donc du coup, je vais me baser ici sur les véhicules Saby Agri qui ont une conception qui est légère avec un cahier des charges de maximum 2 tonnes et un centre de gravité bas puisque le poids du véhicule, en fait, il provient des modules des packs de batterie que nous, on met directement en bas du véhicule pour que ce soit le plus bas possible et ajouter une stabilité importante au véhicule. Et ça, c'est particulièrement important quand on est dans certains secteurs agricoles comme la viticulture où on va pouvoir avoir des parcelles qui sont en très forte pente et assurer une forte stabilité dans les pentes, ça va être important et ça va permettre de mécaniser des parcelles de vignes qui ne l'étaient pas jusqu'alors. Enfin, si on regarde d'un point de vue de système de contrôle, donc les tracteurs thermiques qui sont contrôlés par des voies mécaniques ou hydrauliques en termes de gestion des outils, aussi en termes de conduite. Les tracteurs électriques, eux, tout est électronique. En fait, il va y avoir un ordinateur de bord embarqué qu'on va appeler un ECU et qui va donner des informations à l'ensemble des composants du véhicule pour le faire marcher, pour gérer les outils, les relevages, etc. Ça va avoir aussi un avantage sur l'efficacité énergétique puisqu'on amène l'énergie là où il faut. Et ça a un autre avantage puisqu'en fait, le tracteur il fonctionne par code. Ça veut dire que le tracteur est nativement robotisable. Le jour où ce sera le moment, tous les tracteurs pourront devenir autonomes. Si on reprend du coup un résumé en fait de tous ces avantages, on peut mettre en avant du coup que les tracteurs électriques, ils vont avoir une consommation énergétique qui va être beaucoup plus sobre que les tracteurs thermiques. Si on se base sur les lois de puissance calorifique en termes de rendement, les tracteurs électriques sont beaucoup plus sobres. Le rendement des tracteurs thermiques va être autour de 20 à 30% puisqu'on va avoir de nombreuses pertes liées à la chaleur des pots d'échappement, à la friction, à la transmission, tandis que les véhicules électriques vont avoir, eux, un rendement qui va être autour de 90%. Donc, ça veut dire qu'on va sauver beaucoup d'énergie. Toute cette énergie qu'on sauve, ça va avoir des conséquences d'un point de vue économique, mais aussi, donc du coup, ça va être moins cher et ça va avoir aussi des bénéfices d'un point de vue d'atténuation du changement climatique, puisque sous toute cette énergie qui n'est pas consommée, ça va être du CO2 évité, émis en moins. En termes de confort de travail, on peut citer différents éléments. L'absence de bruit, ou avoir un très faible bruit, c'est important quand on fait des tâches répétitives. Au bout d'un moment, avec des tracteurs thermiques, on en a plein la tête, comme on dit, toute la journée à force d'entendre le bruit. Ça peut entraîner plus tard des problèmes de surdité. Il va y avoir aussi des éléments liés aux vibrations. Avec les tracteurs électriques, il n'y a pas ou très peu de vibrations. Et on rajoute, nous, avec nos véhicules, une visibilité qui est renforcée. Ça va éliminer tous les problèmes, ou en tout cas les diminuer largement, les problèmes liés musculo-squelettiques. Donc tous les problèmes de mal de dos, etc. Qu'on peut trouver. Et ces bénéfices liés au confort, ils vont aussi avoir des bénéfices sur le contrôle des outils. Et ça, c'est un bénéfice que nous, on n'avait pas initialement, on n'avait pas pensé auquel, voilà. On n'avait pas identifié initialement et c'est revenu via les retours terrain. En fait, les agriculteurs mettent en avant qu'on entend l'outil. Et donc, du coup, s'il y a une anomalie, s'il y a un problème, de suite, on peut le maîtriser et arrêter. Et ça, c'est important parce qu'on travaille essentiellement en viticulture. Et les cèpes de vigne en viticulture, ça a une très forte valeur ajoutée. Parfois, c'est plusieurs milliers d'euros le cèpe. Donc, si quand on fait une action de désherbage mécanique, on abîme un pied, ça peut avoir des conséquences très importantes. Voilà. Et ensuite, le dernier aspect, le quatrième aspect, ça va être sur l'entretien. Je l'ai bien précisé sur tout l'aspect technique. Un tracteur thermique va nécessiter une maintenance qui va être élevée. Un tracteur électrique, non. Et pareil, on va avoir la sobriété énergétique qui va être importante avec un tracteur électrique. Donc du coup, on va avoir des coûts de fonctionnement qui vont être largement réduits. Donc tout à l'heure, on va voir comment nous, on l'a quantifié et à quel point il va y avoir une réduction du coût de fonctionnement. Cette deuxième partie, du coup, ça va être pour vous présenter comment ces bénéfices de l'électrique qu'on a vus de façon générale, Saby Agri les a utilisés au bénéfice de ces agroéquipements pour la transition agroécologique.
Alors ici, on peut voir une slide qui présente notre gamme de véhicules. Aujourd'hui, on a 3 véhicules qui vont s'adresser à toutes les cultures spécialisées. Donc ça va être des tracteurs et des robots qui sont 100% électriques et qui ont été conçus autour du cahier des charges de l'agroécologie. Ce qu'on peut voir à premier abord, c'est que ces véhicules ne ressemblent pas du tout à des tracteurs, en tout cas pas les tracteurs qu'on peut voir de façon générale dans les champs, les tracteurs thermiques. En fait, c'est simple, on est reparti d'une feuille blanche pour créer une architecture mécatronique qui est unique, qui n'existait pas alors sur le marché. On a 7 brevets sur ces véhicules et 3 extensions à l'international. C'est aussi important quand on fait de l'innovation de pouvoir se protéger. Cette architecture, on pourrait croire qu'elle est différente en fonction des différents véhicules, mais en fait, elle va être commune et ça va nous permettre d'apporter ce que nous, on appelle la juste puissance agronomique, c'est-à-dire apporter l'énergie qui est nécessaire pour cultiver et ni plus ni moins. Et pour faire ça, en fait, il suffit d'apporter une combinaison entre la puissance et la légèreté. On apporte des packs de batteries qui sont moyens pour apporter la puissance qui est nécessaire pour réaliser l'ensemble des opérations culturales avec 10 fois moins d'énergie et des bénéfices environnementaux qui vont être importants. Donc, quand je parle de bénéfices environnementaux pour la transition agroécologique, ici, on va pouvoir avoir une vision quantifiée de ce que nous, on propose avec nos agroéquipements. Je parle depuis tout à l'heure de légèreté. Avec nous, un cahier des charges où on se fixe un poids maximum de 2 tonnes des véhicules. Ça va être 2 à 3 fois plus léger pour des équivalents thermiques. Et ça, c'est pour diminuer les problèmes de compaction liés au passage répété dans les parcelles et pour préserver du coup le sol, ses régulations et donc sa fertilité sur le long terme. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que ces tracteurs sont conçus pour faciliter la mise en place de pratiques agroécologiques. Ces pratiques agroécologiques, elles demandent de passer beaucoup plus souvent dans la parcelle. Donc, avec des tracteurs thermiques, ça va avoir des désavantages. Passer plus souvent de temps dans la parcelle, ça veut dire consommer plus de fuel, ça coûte plus cher, ça demande plus de main-d'œuvre. Ça va aussi amener chez certains clients, et c'est pour ça que souvent ils passent par nos agroéquipements de la compaction des sols, puisqu'on va passer 5-6 fois au lieu d'une fois si on veut avoir des pratiques traditionnelles, par exemple. Et ça va aussi augmenter évidemment nos émissions carbone. Il y a des études qui montrent qu'en agriculture biologique, en viticulture, quand on fait de la vitivini, utiliser un tracteur thermique quand on va faire du désherbage mécanique, ça augmente de 5 à 10% les émissions de CO2 sur la parcelle. Voilà. Quand nous, on favorise la mise en place de ces pratiques agroécologiques, on va aussi augmenter le potentiel de stockage de carbone dans les sols. Les études montrent qu'avec de l'agriculture biologique ou de l'agriculture de conservation, en vigne et en arboriculture, on peut stocker jusqu'à 2 tonnes de carbone par hectare et par an dans la parcelle. Donc on va rajouter ce potentiel-là à l'atténuation du changement climatique que l'on a déjà avec nos véhicules grâce à leur sobriété énergétique, puisque si on fait des comparaisons avec des équivalents thermiques, on évite jusqu'à 13 tonnes de CO2 par machine et par an. Donc comme ça, on pourrait sembler que ça fait peu, mais au final, aujourd'hui, on a permis d'économiser 2500 tonnes de CO2 depuis la création de Sabie Agri, et ça correspond à peu près à la compensation de 500, des émissions de 500 européens. Donc c'est déjà pas mal. Plus on mobilise ce levier-là, plus on participe à l'atténuation du changement climatique. Et on a rajouté un dernier levier qui est l'énergie verte. Chacun des véhicules dispose d'un panneau solaire qui permet d'apporter un appoint en fait, en autonomie jusqu'à 10 à 15% de la batterie par jour. Et donc, ça permet, c'est d'autant plus d'énergie qui est préservée. Donc là, je vous ai présenté des bénéfices environnementaux, mais qui sont liés à l'usage. Avec notre dernier né, notre tracteur électrique Volcam, on a voulu aller plus loin et prendre aussi l'aspect environnemental au moment de la conception et de la fabrication. Donc, au travers de l'éco-conception, ce qu'on entend, c'est un tracteur qui est modulaire, c'est-à-dire qu'il est développé à travers des briques technologiques qui sont indépendantes. Chacun sous-ensemble est indépendant et peut être changé en cas de panne. On sait que les moteurs, il ne va pas avoir la même durée de vie qu'un autre composant du véhicule. Et dans ce cas-là, nous, on évite l'obsolescence programmée en assurant la réparabilité du véhicule. On parle de réparabilité hardware, mais il peut y avoir aussi une notion de software dans l'éco-conception. C'est-à-dire qu'on remarque que l'avancée des technologies va beaucoup plus vite que les achats des agriculteurs. Au bout de 2 ans, on peut avoir un nouveau produit, des nouveaux modèles, des nouvelles versions de robots ou de technologies. Mais par contre, tous les 2 ans, on ne va pas acheter un nouveau tracteur, des nouveaux capteurs.
Et donc là, avec une éco-conception modulaire, on permet en fait d'upgrader le véhicule pour permettre à l'agriculteur de toujours rester à la pointe de la technologie au service de l'agroécologie. Donc je parle de cette conception modulaire, mais aussi on met en place l'éco-conception dans le choix des composants. Au niveau des composants, où c'est qu'on achète, et aussi en termes de choix des composants au niveau de la matière. Au lieu d'utiliser des composants plastiques, on va plutôt se baser sur des composants qui sont biosourcés à base de bois, de chanvre, etc. Donc on a parlé d'environnement. Si on veut continuer dans les piliers du développement durable, il faut aussi parler d'un point de vue social. Tout à l'heure, je parlais d'ergonomie liée au confort d'usage du véhicule, à la facilité d'usage. J'ai mis quelques illustrations ici sur notre tracteur électrique Volcam. Le premier truc qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de capot. Et c'est ça qui est différent par rapport aux tracteurs qu'on peut trouver. Il n'y a pas de capot pour assurer la visibilité. On a un centre de gravité bas pour assurer la stabilité. On ajoute des fonctionnalités qui vont permettre d'aider au quotidien l'agriculteur. Donc avec des facilités pour atteler les outils, des prises avec des onduleurs pour pouvoir utiliser des outils déportés, des caméras de recul, etc. Maintenant, il faut parler d'un point de vue économique. On a parlé de la sobriété énergétique et de la maintenance qui est diminuée avec les véhicules électriques. Comment on l'a caractérisé et comment on l'a quantifié? On montre que les coûts sont réduits de 85% environ avec un véhicule électrique Saby Agri grâce à la sobriété énergétique en consommant 10 fois moins d'énergie et à une maintenance qui est extrêmement réduite tout au long de la vie du véhicule. Donc cette slide va récapituler les métriques des différents bénéfices qu'on peut avoir sur la transition agroécologique en prenant les 3 piliers du développement durable qui sont l'environnement, l'économie et le social. Donc les métriques fortes d'un point de vue économique, c'est 85% moins coûteux en comptant l'énergie et la maintenance sur l'usage. D'un point de vue environnement, c'est 2 à 3 fois plus léger pour respecter les sols. C'est 13 tonnes de CO2 par machine et par an évité. Et ça va être un confort d'usage important en termes d'évitement de bruit, de gaz, de vibrations et une forte visibilité pour augmenter la précision et le confort de travail. Donc vous allez me dire, tout ça c'est très bien, ok, vous faites des trucs pour l'agroécologie, mais il faut aussi écouter le besoin des agriculteurs du quotidien. Les agriculteurs, eux, ils ont besoin de réaliser leurs opérations. Donc, on ne doit pas avoir de compromis sur la polyvalence. Ces véhicules doivent pouvoir réaliser les opérations que font actuellement un tracteur thermique pour pouvoir directement être remplacé sur l'exploitation. Ouh là. Donc du coup, j'ai repris notre gamme de véhicules. Et la première question, je sais très bien que vous allez me poser, c'est quoi l'autonomie des véhicules? Donc l'autonomie moyenne, ça va être 8 heures, 7 à 8 heures d'autonomie. Donc ça, c'est une moyenne en prenant en compte les différentes opérations qu'on peut réaliser sur la ferme avec les différents outils qui vont demander plus ou moins d'énergie. Du coup, ça veut dire que l'autonomie peut être diminuée par rapport à 8 poussants. On peut atteindre à 8 heures, on peut atteindre 5 heures d'autonomie si on fait des pratiques qui sont intensives, donc un travail du sol profond ou si on utilise par exemple des outils hydrauliques. Avec une recharge en 2 heures, on a l'avantage de pouvoir travailler en demi-journée et à pouvoir recharger la batterie pendant la pause déjeuner. On peut réaliser l'ensemble des opérations. Si on prend l'exemple du tracteur électrique Volcam, il va pouvoir réaliser les opérations de préparation du sol, du semis, de fertilisation, d'entretien des cultures, de manutention, comme le fait un tracteur classique. Et on va pouvoir utiliser tous les outils agricoles standards, qu'ils soient électriques, mécaniques ou hydrauliques. Si on prend comme exemple du coup notre enjambeur électrique Alpo, qui est aujourd'hui notre produit phare, donc c'est un enjambeur viticole de 50 chevaux électriques, ça fait un équivalent thermique d'à peu près 80 chevaux. Il va avoir une polyvalence en termes du coup d'usage. On va pouvoir avoir 3 zones de travail, une à l'arrière, une au centre, une à l'avant. Par exemple, à l'avant, on peut utiliser une rogneuse. Au centre, on peut utiliser des outils intercept. Et à l'arrière, par exemple, des disques émoteurs. Il va y avoir aussi une polyvalence dans les typologies de vignes qui vont être adressées. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des largeurs qui vont être différentes pour pouvoir s'adresser aux différents types de vignobles et une hauteur élevée pour s'adresser à la plupart des palissages de vignes qui peuvent exister aujourd'hui sur le marché. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, il va utiliser tous les outils agricoles standards. Ensuite, le chenillard tout-terrain Zilus, lui, il permet d'aller encore plus loin que l'enjambeur électrique en termes de polyvalence sur les terrains extrêmes.
En fait, grâce aux chenillettes qu'il va avoir à la place des roues, il va pouvoir adresser des vignes jusqu'à 55% de pente. Et comme ça peut peut-être rien signifier, mais en Champagne, ça permet de mécaniser des vignes qui jusqu'alors étaient traitées par hélicoptère. Voilà, et donc qui n'étaient pas mécanisées. Donc c'est quand même une avancée importante. Donc hormis toute la modularité autour également des largeurs de voies qui peuvent exister, ce chenillard tout-terrain Zilus apporte aussi une polyvalence en termes de mode de conduite. Il peut être conduit, comme on voit ici sur sa version Zilus HD, avec un poste de pilotage, mais il peut être également conduit en télécommande, c'est-à-dire que quand on va avoir des vignes où la pente va être tellement extrême, on va vouloir sécuriser l'opérateur qui va pouvoir réaliser l'opération avec la télécommande. Et le dernier mode de pilotage, ça va être un Zilus qui va se transformer en robot, donc full autonome par GPS RTK. Et ça va permettre de répondre aux problèmes de main-d'œuvre en agriculture. Et donc sur notre dernier véhicule, le tracteur électrique Volcan, qui lui est un tracteur interligne compact, lui va s'adresser à l'ensemble en fait des cultures spécialisées. Donc on va au-delà de la vigne, on adresse aussi le maraîchage, l'arboriculture, l'horticulture, le petit élevage et également tout ce qui va être les collectivités avec les gestions des espaces verts et des voiries. Donc on a une polyvalence d'usage sur ce véhicule qui va se faire voir sur la modularité avec les différentes largeurs, la garde au sol qui va être augmentée, par exemple pour le maraîchage, quand on travaille en planche, c'est important d'avoir parfois une hauteur qui va être surélevée. Et en fait, voilà, on propose des véhicules qui vont pouvoir être sur mesure, en tout cas avec un catalogue de propositions de modularité différentes. Et ça va permettre en fait à chacun de pouvoir choisir ce dont il a besoin. On ne fait pas de la tech pour de la tech, on fait de la tech au service des agriculteurs et de leurs besoins. Alors là, j'ai mis quelques petites illustrations qui montrent voilà, les différentes opérations, les différents outils qui peuvent être attelés. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. C'était vraiment pour présenter, voilà, sur le petit élevage, on va pouvoir avoir un godet, une fourche pour faire voilà, de la manutention, on peut faire du transport, du travail du sol qui est présenté, de la gestion des couverts, voilà, fertilisation. Et la dernière partie, ça va être assez court, mais c'est quand même assez important. Tout ce dont je parle, c'est d'une transformation de filière de l'agroéquipement pour passer d'un agroéquipement conventionnel vers des agroéquipements agroécologiques ou au service de l'agroécologie. Et cette transformation de la filière, Sabie Agri ne peut pas la faire toute seule. On est tout un écosystème derrière à promouvoir ces nouvelles pratiques avec des agroéquipements adaptés au travers donc d'une communauté. Donc chez Sabie Agri, on l'a bien compris, donc on fait partie de nombreux projets collaboratifs. L'année dernière, j'avais présenté un projet collaboratif qu'on a avec l'INRAE, donc le laboratoire commun Tiara, qui consiste à développer des briques technologiques robotiques de haut niveau sur nos véhicules pour la réalisation de pratiques agroécologiques. Cette année, j'ai décidé de vous présenter un nouveau projet qui fait partie du grand défi de la robotique agricole. C'est un projet France 2030. Ce grand programme, le grand défi, a pour objectif de faciliter la mise sur le marché de solutions robotisées pour l'agroécologie, mais également de faciliter l'adoption par les agriculteurs. Donc vraiment, c'est un programme sur 4 ans avec de nombreux projets à l'intérieur. Et parmi ces projets, il y a le projet STERS qui fait écho à tout ce que j'ai raconté jusqu'alors et qui permet en fait de développer un cadre commun et des méthodologies communes, tant en termes de bibliothèques communes, d'algorithmes, en termes d'interopérabilité, mais aussi en termes d'impact environnemental. C'est-à-dire qu'on développe au sein de ce projet une méthodologie commune pour pouvoir mesurer et évaluer l'impact agro-environnemental de ces nouvelles solutions. Et ça, c'est important puisqu'en fait, ça va permettre de pouvoir comparer les différentes solutions entre elles et de permettre aux agriculteurs de réaliser des choix éclairés lors de leur investissement. Et ça permet aussi d'avoir une méthodologie qui est standard et ouverte à tous et réalisée aussi par des organismes publics où on ne dit pas c'est le constructeur qui dit que c'est tel bénéfice, mais en vrai, c'est peut-être pas vrai. Voilà. Ça permet vraiment de se relever là-dessus et de vraiment faire quelque chose de commun. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Effectivement, on va applaudir Camille. Merci monsieur qui a lancé le mouvement.
C'est vous. Peut-être une question, combien ça coûte, Camille? Alors du coup, ça dépend du modèle. Ça va de 90 000 à 150 000 euros. Globalement, ça va être à peu près, par rapport aux équivalents thermiques, 20% plus cher. Mais cette différence de coût, en 2 ans, elle est complètement comblée due aux économies qu'on va faire en termes de sobriété énergétique et d'absence de maintenance. Voilà. Quel est le regard du banquier là-dessus? Est-ce qu'on finance les tracteurs électriques et les robots électriques? Oui. En fait, les banques vont nous aider. Certaines banques, dans certaines régions, puisque c'est assez régionalisé, proposent des taux bonifiés pour l'achat de ces agroéquipements, justement dans le cadre de la transition écologique et énergétique. Alors, est-ce que dans le public, on a des questions, des personnes qui souhaitent réagir, intervenir, poser une question à Camille de Sabier Agri ou à Maxime de la banque? N'hésitez pas à faire signe, je viendrai vers vous avec le micro. Soyez pas timide. Monsieur, je vous connais, vous venez. Normalement, vous posez des questions, voilà. C'est la puissance du petit tracteur avec la fourche? Alors du coup, c'est 50 chevaux électriques et ça permet de remplacer un tracteur de 70 chevaux. Voilà, c'est un petit tracteur compact. Est-ce que vous les avez amenés sur la foire? Non, on ne l'a pas amené au sommet de l'élevage encore. L'année prochaine, sûrement. Est-ce que c'est une demande? Ah, voilà, Camille. Quelqu'un d'autre? Vous avez tout compris? Vous n'êtes pas plus curieux? Non? Ah, là aussi, on a une fan de l'espace Agora. Je voulais savoir par rapport à comment vous faites charger et s'il faut avoir des bornes, comment on adapte la ferme justement pour avoir des équipements. Alors, il y a différents modes de recharge. On peut se charger sur un secteur classique. Là, la recharge va être plus lente. Mais après, on peut aussi charger en 2 heures avec un secteur, enfin, une prise triphasée, quoi. Mais en général, sur les exploitations agricoles, tout le monde a une prise triphasée. Voilà. Quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? L'enjambeur, il avait les moteurs dans les roues. Ils ont tous les moteurs dans les roues? Oui, voilà, c'est ça l'enjambeur. Il a un moteur dans chaque roue. Il est 4 roues motrices, il a un moteur dans chaque roue. Et les petits tracteurs aussi? Le tracteur Interline qu'on a vu, il a 2 roues motrices actuellement et on est en train de travailler sur une version 4 roues motrices. Toujours dans les roues? Toujours dans les roues, on met toujours les moteurs dans les roues. Et ça marche comme technologie ou pas? Oui, ça marche. Depuis 8 ans, les retours terrain qu'on a, ils sont plutôt positifs. On a fait évoluer la technologie au fil du temps, effectivement, en renforçant les moteurs dans les roues, en leur donnant plus de puissance. Ce qu'on a pu observer en vigne, c'est que quand on va dans des fortes pentes, au départ, les moteurs ils chauffaient. Et c'est pour ça qu'on a fait évoluer la technologie avec des moteurs qui sont plus puissants pour éviter ça. Et donc, du coup, ça chauffe plus. Et on a l'avantage que, du coup, quand on est en descente, en fait, ça recharge la batterie. Voilà. D'accord, il y a le système. Parce que les voitures, ça avait été parlé de mettre les moteurs dans les roues. Et puis, on n'en voit aucun. Ils disaient non, c'est pas intéressant. Donc, je suppose que parce que ça roule moins vite, quoi. C'est peut-être ça. Nous, en tout cas, on met les moteurs dans les roues. Sur nos enjambeurs, ils sont homologués pour aller sur la route et ils vont à une vitesse de 20 km/h. Voilà. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai bien quelques questions quand même. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que, je ne sais pas si c'était sur tous les tracteurs, mais au moins sur un d'entre eux, il y avait un panneau solaire qui produit, c'est ça, 10 à 15% de l'énergie nécessaire. C'est quoi les perspectives de développement sur cet aspect-là? Alors du coup, en fait, effectivement, tous les véhicules disposent d'un panneau solaire qui permet de recharger jusqu'à 10 à 15% de la batterie. Les perspectives sont assez intéressantes. En fait, ça permet d'avoir un appoint d'énergie verte, mais ça motive aussi certains agriculteurs, certains clients qu'on peut avoir à mettre des panneaux solaires sur leur exploitation pour pouvoir
complètement consommer de l'énergie verte et recharger les tracteurs avec 100% d'énergie verte. Et en autoconsommation. En autoconsommation, voilà. Okay. Donc c'est un cercle vertueux finalement. Exactement, oui. Vous avez dit donc pour le petit élevage, hein, il y a des véhicules qui sont adaptés, parce que là forcément on est au sommet de l'élevage, donc on a envie de savoir ce qui correspond en termes de matériel. Pour l'élevage, vous pouvez peut-être refaire un petit focus sur ceux qui concernent l'élevage spécifiquement? Du coup, ça va être le Volcam, voilà, qui va concerner le petit élevage. Attention, pas l'élevage, pas le grand. Derrière petit Alors élevage. le petit élevage, on entend tout ce qui va être centre d'équitation, voilà, vraiment du petit élevage, et il va se comporter comme un valet de ferme, voilà, essentiellement pour faire avec la fourche, de la manutention, voilà. Petit transport. Voilà, exactement. Et il y a des perspectives pour l'élevage plus massif? Alors, plus on va avoir des tracteurs puissants, plus il faut mettre des packs de batteries qui sont puissants, plus les véhicules sont lourds, plus ils sont gros. Aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de rester dans la petite puissance pour éviter tous les problèmes de compaction des sols. Plus on met de la puissance, plus on va avoir besoin d'énergie. Donc, ce servitude de sobriété énergétique, il va être diminué. Nous, le grand élevage, on veut y accéder à moyen terme en utilisant la robotique collaborative. Et là, effectivement, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on a créé un concept de robotique collaborative où on va avoir un tracteur de tête qui va être suivi par 2 jusqu'à 5 robots qui vont permettre en fait de démultiplier le débit de chantier. Au lieu d'avoir une grosse machine, on va avoir plusieurs petites machines qui vont pouvoir réaliser les opérations. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'application? Oui. Alors, imagine, on a un tracteur de tête qui est conduit par un agriculteur. Il est en train de réaliser une opération, de préparation du sol avec un cultivateur. Il va avoir un robot derrière lui qui va être asservi, qui va avoir le même outil et un outil différent et qui va mimer son travail. On est sur du copier-coller d'action, voilà, avec des robots autonomes en fait. Exactement. Mais qui sont pilotés par un tracteur. Par un tracteur avec un agriculteur à l'intérieur. D'accord. Voilà, ok. Justement, j'allais vous questionner, parce que là, on est un peu au début de l'histoire de l'agroéquipement électrique. C'est quoi l'avenir? Comment est-ce que vous voyez l'avenir du secteur? Alors pour nous, l'avenir du secteur, il doit évoluer avec donc l'électrification des véhicules. Quand on parle d'électrification des véhicules, il faut que les outils soient aussi adaptés à cette électrification-là. Aujourd'hui, on utilise beaucoup d'outils hydrauliques qui consomment beaucoup d'énergie et qui diminue l'autonomie des véhicules. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'électrification des outils avec des partenaires et ça permet en fait de pouvoir, au lieu d'avoir 4 heures d'autonomie, partir sur 10 heures d'autonomie pour réaliser la même opération. Donc voilà, c'est une vision globale qui est modifiée vers l'électrification, voilà, un changement complet de paradigme. Et quels sont les freins que vous rencontrez quand vous proposez vos véhicules à des agriculteurs? Les freins, essentiellement, ce qu'on nous dit, c'est ça ne tiendra pas l'autonomie, voilà, ce genre de choses. Mais en fait, quand on fait des essais et des démos, les agriculteurs voient très bien que ça réalise le travail et que c'est beaucoup plus facile. En fait, voilà, c'est un changement de paradigme. Adopter une nouvelle marque, voilà, plutôt que les grands historiques. Mais globalement, l'acceptation, elle se fait bien, elle se fait au cours du temps. On est accompagné par des distributeurs, voilà, qui ont vraiment une relation locale et de confiance avec les agriculteurs. Et progressivement, on arrive à conquérir des nouvelles parts de marché. Pour donner une idée, aujourd'hui, on a environ 5 parts de marché de l'enjambeur viticole et ça nous place comme le 4e acteur majeur sur le marché. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Camille. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer cette... Ah, quand même. Alors aujourd'hui, le Volcam, c'est un tracteur. Donc, par définition, un tracteur n'a pas le droit d'être autonome parce que sinon, il n'a pas le droit de rouler sur la route. Mais lorsque les normes évolueront, il est nativement robotisable et donc oui, il peut devenir autonome. Allez, on va libérer nos intervenants. Merci beaucoup, Camille. Encore une fois, merci Maxime aussi de la banque pour vos éclairages sur ce sujet-là. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence.